L'histoire des Juifs de France, c'est votre rendez-vous Histoire sur Radio J en compagnie de Christophe Dard comme tous les jours, et nous nous intéressons aux grands rabbins de France de la première moitié du XXe siècle. Et après Zadok Khan et Alfred Lévy, nous allons à présent évoquer la vie de celui qui devient grand rabbin de France en 1919 et qui va occuper le poste pendant 20 ans. Il s'agit d'Israël Lévy et nous allons faire son portrait ce matin donc avec vous Christophe. Il est né en 1856 à Paris de parents juifs alsaciens. Son père est marchand de tissus. Et oui, encore un grand rabbin venu d'Alsace qui se réveille être un esprit brillant durant ses études au séminaire israélite de France et qui se fait vite remarquer. En effet, nommé grand rabbin de Paris depuis 1866, Zadok Khan, le futur grand rabbin de France, repère Israël Lévy pour sa culture, son érudition, sa forte capacité de travail, et il le nomme à la fois rabbin adjoint de la synagogue de la Victoire, inaugurée en 1874, mais aussi directeur de la Société des études juives, et même il le nomme comme son secrétaire particulier. Et il devient également son gendre lorsqu'Israël Lévy se marie en 1887 avec Anna Madeleine Khan, la fille de Zadok Khan. Ils auront 3 enfants. Et c'est aussi son plus proche confident. Mais Israël Lévy, un petit peu contre toute attente, ne prend pas la suite de Zadok Khan à la tête du rabbinat de Paris lorsque ce dernier est nommé grand rabbin de France. Il n'est donc que l'adjoint du nouveau grand rabbin de la capitale, Jacques-Henri Dreyfus, qui a peut-être remporté cela grâce à ses talents de battleur qui, il est vrai, Israël Lévy n'a pas trop. Jacques-Henri Dreyfus, qui d'ailleurs a été originaire d'Alsace, lui aussi, et qui avant d'arriver à Paris a été grand rabbin de Sedan dans les Ardennes, puis de Belgique. Israël Lévy donne également des cours au séminaire israélite de France. Israël Lévy est véritablement le protégé de Zadok Khan et ensemble ils partagent cette même volonté de rendre le judaïsme le plus accessible possible. Lorsque Khan devient grand rabbin de France en 1889, Lévy se voit ainsi confier les conférences du dimanche pour faire venir ceux qui ont perdu l'habitude de fréquenter en fait les offices shabbatiques. Oui, et puis peut-être aussi, pourquoi pas, des personnes qui ne sont pas forcément elles-mêmes juives, pourquoi pas Khan et Lévy qui partagent également le même engagement en faveur du capitaine Dreyfus et clament tous les deux son innocence. C'est ce que va régulièrement d'ailleurs écrire Lévy dans l'univers israélite. On en a déjà parlé, c'est cette revue importante fondée en 1844, sous-titrée Journal des principes conservateurs du judaïsme. En 1895, à la demande de Zadok Khan, Lévy prend d'ailleurs la tête de la publication à la suite de Lazare Vogue, qui était un fin pédagogue, professeur d'hébreu à l'école rabbinique de Paris, également auteur de nombreux ouvrages. Israël Lévy imprime une patte moins religieuse dans les colonnes de l'univers israélite et colle plus à l'actualité en luttant contre l'anti-judaïsme et l'antisémitisme. Et il ne reste qu'un an à la tête du journal, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à écrire dans l'univers israélite. Et oui, puis il écrit aussi dans la revue des études juives fondée en 1880 par l'intellectuel Isidore Loeb, dont il prend la direction. Et puis c'est un homme décidément très occupé, parce que évidemment il écrit beaucoup d'ouvrages et il dirige le cours d'histoire et de littérature juive à l'école rabbinique. Alors ses sujets de prédilection sont très divers. C'est l'histoire du judaïsme, en particulier à l'époque du Second Temple et la genèse du Talmud, mais aussi les racines juives du christianisme, très intéressant, et aussi l'histoire des juifs en France, examinée en particulier à travers l'antisémitisme et les écrits, il faut bien dire effectivement souvent excellents, des rabbins français du Moyen-Âge. Après la mort de Zadok Khan en 1905, Israël Lévy assure à titre officieux l'intérim en attendant la nomination d'un nouveau grand rabbin de France. C'est lui qui assure la mise en place des nouvelles structures nées de la séparation des églises et de l'État en 1905. En tant que membre du comité central de l'Alliance israélite universelle, il inspecte aussi en 1907 les écoles juives au Moyen-Orient, y compris celles fondées en Palestine ottomane qu'il visite pour la première fois. Effectivement, et on peut imaginer effectivement que c'était pour lui un grand moment, même si malheureusement on n'a pas de témoignage de cela. Après la mort de Zadok Khan, donc qui intervient en 1905, Israël Lévy est évidemment, vous allez me dire, le grand favori pour être nommé à la tête du grand rabbinat. C'est un peu son clone. Eh ben non, c'est raté. Alors certes, il est en tête au premier tour et à égalité au second avec le grand rabbin de Lyon. Bien sûr, on l'a déjà rencontré, on a parlé de lui, c'était Alfred Lévy. Mais au troisième tour, surprise, sous la pression des délégués de province, on préfère au rabbin parisien le candidat de Lyon. Et oui, la province contre Paris, ce n'est donc pas nouveau. Et c'est finalement Alfred Lévy qui est désigné. Je précise d'ailleurs du coup qu'il est le premier à avoir été désigné par des rabbins, puisque jusque-là, c'était l'État qui désignait. Alors Israël Lévy n'est pas vraiment triste, car entre les cours qu'il donne, les livres et les articles qu'il écrit, il est très
très occupé. Vous l'avez dit, en 1914, il est nommé grand rabbin adjoint au grand rabbin du consistoire central. C'est la première fois que cette fonction est mise en place d'ailleurs en raison de l'état de santé fragile d'Alfred Lévy. Et il a beaucoup de choses à faire en ces temps de guerre. Notre homme accrédité en qualité d'aumônier militaire volontaire, d'ailleurs il l'avait été une trentaine d'années plus tôt, Israël Lévy est même envoyé par le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères français en mission diplomatique spéciale à Salonique, qui abrite, on le sait, une importante communauté juive, en compagnie du baron Henri de Rothschild et du docteur Léon Zadok-Khan, son beau-frère, tous les deux médecins militaires. Et cette mission aurait franchement été une réussite puisqu'elle aurait contribué à l'entrée en guerre de la Grèce aux côtés des Alliés. Lévy fait également partie de la commission historique des recherches et documents sur les Israélites de France, qui a pour but de recenser le nombre de juifs mobilisés dans les armées, les décorés, les blessés, les morts au champ d'honneur, pour prouver tout simplement aux antisémites de l'époque que les juifs combattent et sont des patriotes. La santé d'Alfred Lévy déclinant de plus en plus, Israël Lévy assure une seconde fois, toujours à titre officieux, la direction spirituelle du judaïsme français à partir de 1917. Et oui, et là on est toujours en pleine Première Guerre mondiale et donc il a toujours autant de travail en raison bien sûr de la fin de la guerre qui approche, qui sera un traumatisme pour la communauté juive comme pour l'ensemble de la nation, puisque sur 38 000 juifs mobilisés dans les armées françaises, 6 800 meurent sur les champs de bataille ou sont morts des suites de leurs blessures, soit environ 17%. Alors, ce ne sont pas des chiffres très précis, mais ça prouve effectivement quand même l'ampleur de ces dégâts humains. Il faut donc reconstruire bien sûr une communauté et il faut aussi la restructurer parce que c'est important avec les consistoires d'Alsace et de Moselle qui, je le rappelle, redeviennent françaises après 37 années sous domination allemande, alors même que beaucoup de juifs avaient quitté l'Alsace en 1871. Et dans les années qui ont suivi, évidemment, ça fait d'un coup beaucoup de juifs qui redeviennent français. Et bien sûr, il faut s'en occuper d'eux-mêmes, parce que c'est déjà le cas aussi dès la fin de la Première Guerre mondiale, s'occuper des réfugiés juifs d'Europe centrale qui sont de plus en plus nombreux à arriver en France. Et bien sûr, ce n'est que le début. En 1920, Israël Lévy est élu grand rabbin de France dès le premier tour et à l'unanimité, sauf une voix, la sienne. Il n'en délaisse pas pour autant ses cours au séminaire qu'il continue de donner. Et l'un des marqueurs des années suivantes, c'est lui qui va représenter bien sûr le judaïsme français lors de l'inauguration de l'université hébraïque de Jérusalem, le 1er avril 1925 sur le mont Scopus, en présence de plusieurs personnalités. Albert Einstein, on en a déjà parlé, mais aussi Sigmund Freud ou encore le leader sioniste, ça s'impose bien sûr, Chaim Weizmann, mais aussi des représentants du gouvernement britannique et des communautés musulmanes et chrétiennes de Palestine mandataires. C'est vraiment un fait marquant d'ailleurs, la création, la fondation, l'inauguration de cette université, car c'est en 1908 que le mont Scopus, donc sur lequel bien sûr a été bâtie l'institution, a été acheté par Yitzhak Leib Goldberg, le premier à acheter du terrain pour le Fonds national juif nouvellement formé. Et le projet d'une institution culturelle juive en terre d'Israël était un projet élaboré dès le premier congrès sioniste en 1897. Pour un homme cultivé et érudit comme Israël Lévy, sa présence à l'inauguration de l'université hébraïque de Jérusalem était donc indispensable. Et oui, bien sûr, et fortement symbolique. L'année suivante, en 1926, un prof de la culture et de l'érudition de notre homme, connu dans le monde entier, un volume de mélange lui est offert à l'occasion de son 70e anniversaire. Alors bien sûr, il y a ses collègues de l'école des hautes études, du séminaire, du rabbinat qui sont tous là, mais aussi des savants venus d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche, des États-Unis et de Palestine mandataire et de Pologne, preuve effectivement du véritable rayonnement d'Israël Lévy à travers le monde. Au cours des années 1930, Israël Lévy est de plus en plus inquiet par la montée du nazisme en Allemagne. Il favorise l'immigration des juifs allemands en France, mais sa santé décline et il a surtout une hémorragie cérébrale. Et oui, effectivement, il n'est pas jeune, il va sur ses 80 ans et un petit peu finalement comme une vingtaine d'années plus tôt, Alfred Lévy, on va assurer l'intérim à sa place et ce sera son beau-frère, le grand rabbin de Paris, Julien Veil, qui va assurer donc cet intérim et également l'un de ses nombreux disciples, le directeur de l'école rabbinique de France, Maurice Libert. Israël Lévy meurt à l'âge de 83 ans le 23 juin 1939, quelques semaines donc avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un autre grand rabbin qui va prendre la suite, Isaïe Schwartz, grand rabbin de Strasbourg, qui va donc lui succéder et dont bien sûr on aura l'occasion de parler. Absolument. Merci beaucoup Christophe pour toutes ces précisions et ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France consacré donc à Israël Lévy, grand rabbin de France de 1919 à 1939. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.